Une publication et je lui laisse donc la parole pour qu'elle présente son travail. Bien, bonjour. Donc, comme l'a dit André, les dépôts lapidaires d'Autun regorgent de pièces architecturales, de statues et de plaquages en marbre. Le nouveau musée Rollin, et on l'espère la mise en valeur des collections, va permettre de mettre en lumière des pièces inconnues jusqu'ici. Les fouilles préventives menées à Autun livrent du mobilier en contexte et révèlent les traces de l'existence d'un atelier d'architecture bien spécifique. Et les sites ayant livré du lapidaire se répartissent sur les différents îlots à partir de la période augusto-tibérienne, et ce jusqu'au IVe siècle. Au cours de cette étude, nous avons pu comparer les fabrications autunoises et les produits importés. Cette synthèse permet donc de reprendre la documentation ancienne et de confronter les données nouvelles. C'est en 1998 qu'avait germé l'idée d'un vaste programme commun de compétences englobant l'étude des ressources géologiques et l'architecture de la ville antique lors d'une rencontre avec Pascal Chardron-Picou, alors archéologue municipal d'Autun. C'est donc avec l'appui des conseils et les conseils de Dominique Tardy du CNRS et de Jacqueline Laurence pour la géologie que nous avons commencé l'étude des réserves lapidaires. Nous avons donc inventorié, dessiné et collecté toutes les données du lapidaire antique d'Autun de 2001 et à 2006. La méthodologie proposée s'inscrit dans le cadre des protocoles mis en œuvre sur d'autres sites en Gaule, donc il n'y a pas de choses novatrices là-dessus, il n'y a pas 36 façons d'étudier des blocs architecturaux. Ce qui a été le plus compliqué, c'est de recenser l'intégralité des éléments d'architecture et de roches décoratives disséminés en fait dans de nombreuses réserves du musée Rollin, mais aussi lors des opérations archéologiques qui ont lieu entre 2001 et jusqu'à encore cette année. Le catalogue a été abondé. Nous avons donc aussi tenté de faire un recollement entre les collections et les inventaires du musée Rollin afin de rassembler le maximum les blocs disséminés, justement ces blocs disséminés, et surtout de trouver toute leur provenance. Et ça, c'était le plus complexe parce que de nombreux numéros sont effacés et donc on a beaucoup de blocs errants. On a donc réalisé un catalogue sur tous les blocs indiquant son lieu de découverte quand on pouvait, le matériau, s'il y avait un prélèvement de fait pour pouvoir identifier certaines roches, et ensuite donc toute la classification, la description et puis des photographies de travail. Tous les relevés ont été faits à échelle 1/10, et pour la publication, on a choisi de faire des relevés au 1/20 qui restent de toute façon très très précis. En parallèle, donc, on a fait une étude de l'approvisionnement des matériaux de construction en collaboration donc, avec toute une équipe de géologues. Et on a pu aussi cerner les conditions économiques et la réalisation des programmes d'architecture de la ville. On verra plus tard que depuis le néolithique, les Éduins ont l'habitude d'aller chercher leurs matériaux assez loin. Donc les collections d'Autun ont été rassemblées à l'occasion de je fais ça très rapidement, de la création de la société éduenne, donc créée au XIXe siècle. Donc on peut voir là les premiers essais de présentation qui sont vraiment une phase de muséographie où on fait un cadavre esquis de blocs. Et donc là, les présentations des blocs plus ou moins organisées au niveau du dépôt lapidaire Saint-Nicolas. Les déterminations des matériaux ont permis de définir la part de l'usage des pierres locales et régionales, mais aussi des importations plus ou moins lointaines, et enfin toutes les sources d'approvisionnement de la ville antique. On a donc des greffins du Récien, du granit orienté de Couard, et ainsi qu'un granit rose à 2 mica, qui est blanc et noir, qui vient du massif de Montvieux, le calcaire de Fontaine, donc la côte chalonnaise, le calcaire en troc de la région de Pouinay et un peu plus loin, donc là on est sur la Côte d'Or,
La caractéristique de ce calcaire en anthroque, c'est qu'il est rouge à orangé, voire lit de vin. Enfin, il est, on va dire, bordeaux quasiment, avec des petites mouchetures blanches, ce qui le fait le ressembler à du porphyre rouge antique, et il a été aussi utilisé justement comme un faux porphyre. On a ensuite du calcaire de Comblanchien, qui vient toujours de la Côte d'Or, du calcaire rose de Premaux, et ensuite on s'éloigne. On a donc les calcaires gris à polypiers de Gilly et de Diou, donc on est à limite Saône-et-Noire et Allier. Ensuite, on passe au nord avec des approvisionnements de pierres de tonnerre et toute une série de petits calcaires oolithiques comme le calcaire de Farges qui vient du Mâconnais et du calcaire de Massangis qui vient, lui, de Lyon. Enfin, la région est surtout très riche d'un marbre blanc à gros grains qui est situé sur la zone de Châtel-Perron. Mais on a d'autres gisements comme Champ-Robert près de Chide, Le Puy, à l'ouest du Mont-Beuvray, et enfin aux environs donc de Châtel-Perron et de Saint-Léon, qui est un marbre qui visuellement peut remplacer du marbre de Carrare. Ensuite, on s'éloigne encore plus. On a donc des approvisionnements venant des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques avec du Cipollin mandolato, donc ce qu'on appelle la griotte rose et verte que vous avez sur les diapositives, et un autre calcaire fin érudiste qui lui a été retrouvé sur une colonne. J'en ai parlé tout à l'heure, donc on a enfin le calcaire blanc à grains fins, brillants, qui est donc le marbre de Carrare, qui vient des carrières de Louny. Le cipollin vert, qui vient de Grèce, le marbre rose des îles grecques, le marbre de Sinada, donc là qui sont près d'Afyon en Turquie, le granit de Troade, donc l'antique cité de Troie en Turquie, et en passant tout de suite au sud de la Méditerranée, donc le marbre de Chimtou, le marbre le plus cher de l'Antiquité, qui est donc un marbre jaune. Et en continuant un petit peu plus loin, le porphyre rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vient du Djebel d'Okan, donc à l'ouest d'Hurghada, en Égypte. Donc ça, c'était toute l'introduction qui sera dans la publication sur tout ce qui était roches décoratives. Donc après, le premier chapitre a été dédié au façonnage des pierres, avec donc tout ce qui est l'apport des carrières, le façonnage et le transport. Et donc là, vous pouvez voir un aperçu des relevés, où on a donc recensé tous les systèmes d'accrochage, d'encoche, de marquage de blocs, tant pour la localisation, comme on peut le voir par exemple sur cette base avec un C qui indique la position, sa position dans une colonnade. Ici, un 4, donc toute une série de marquages. Là, des marquages de carrière pour les comptages de blocs dans les livraisons. Après, dans la dernière vie des blocs, là, on peut avoir des éléments de sciage. Ici, sur les éléments de cannelure, on a donc tous les tracés préparatoires pour créer les demi-cercles des lunules. Et là encore, on a tous des tracés préparatoires pour la sculpture des blocs. Donc le chapitre 2, c'est donc consacré au domus et à l'architecture funéraire. Donc là, on a toute une série d'éléments de chapiteaux toscans, de décors de colonnes avec des sortes de décors de treillage qu'on retrouve ailleurs en Gaule, et surtout une collection absolument exceptionnelle de vasques à 2 pieds en dalle, dont vous voyez un petit exemple, c'est la Casa dei Vitii à Pompéi, là c'est une reconstitution. Donc c'est des vasques qui sont extrêmement rares. La plus grosse collection est issue d'une fouille que j'ai étudiée à Clermont-Ferrand, et donc on peut voir ces éléments qui étaient extrêmement difficiles à identifier, puisqu'en fait il ne reste plus que le fond vraiment de ces vasques, et notamment elles sont réalisées en calcaire rouge à anthroque, donc elles imitent le porphyre rouge. Donc voilà, c'est des éléments extrêmement intéressants. Au niveau des édicules funéraires, on a plein de choses.
depuis cet élément de pile avec un chapiteau d'époque augusto-tibérienne, jusqu'à toute une série d'éléments de toiture de plus ou moins grande taille. On peut donc là avoir un très gros édicule, type, c'est des petits décors de bord de rue, de croisement de rue, ce qu'on appelle des compitalia. On peut avoir sur des plus petits modèles, en fait, ça peut être des larraires domestiques. Donc on a énormément de choses avec des décors extrêmement variés. Concernant l'architecture funéraire, la fouille récente de Nicolas Tisserand sur Saint-Pierre et Saint-Paul a permis de mettre au jour un magnifique bloc de corniche en marbre blanc, indiquant que cet édifice, qui n'est pas connu en fait, donc c'était un monument funéraire qui était entièrement plaqué en marbre blanc et qui a été remployé dans le cimetière. Donc le chapitre 3, lui, est lié au problème de la restitution des architectures antiques à partir donc des blocs que nous avons pu retrouver. C'est là où ça se corse, puisque, comme on peut le voir, la restitution est purement illusoire. Le but que nous avons, en tant qu'archéologue, c'est d'esquisser avec une approximation la plus suffisante possible l'aspect général d'une élévation. On n'est pas là pour faire une photo de ce qui était à l'époque, mais d'évoquer ce que pouvait être la grandeur des édifices et de les associer entre eux. Après, on va faire que des membres d'ordre architecturaux et pas restituer un édifice complet, puisqu'on n'a pas, ou extrêmement rarement, de blocs associés à un plan d'édifice, comme je vous ai dit, les provenances des blocs ayant disparu. Donc là, on peut voir justement l'association de 3 blocs qui sont conservés à la chapelle Saint-Nicolas. Donc où on a donc le chapiteau de pilastre, un élément de cannelure et la base avec les éléments de rudenture. Donc on est déjà sur une belle élévation. Là, on a cette très très belle corniche cintrée avec d'autres éléments qui eux proviennent du pavillon Saint-Louis. Et voilà, toute une série de blocs restitués. Donc là, on a un très beau décor de drapés, en fait, qui forment au départ une sorte d'écaille. En fait, donc on a un nœud qui prend 2 drapés qui sont ensuite renoués de façon à former cette forme d'écaille. Et entre les nœuds tombent des cornes d'abondance, des masques, toutes sortes de choses. Donc on peut voir qu'on a des édifices très grands qui peuvent aller jusqu'à 5 mètres de haut, mais aussi des toutes petites colonnettes toscanes. Donc, voilà. Vous voyez, celle-là, c'est une des colonnes du forum. C'est parmi les plus immenses colonnes. Elles font plus d'une dizaine de mètres de haut. Donc là, ça, c'est les fouilles du parking de l'Hexagone, donc les écoles méniennes. Donc là, il a été trouvé pour une période 1er siècle un tout petit fragment de corniche encore peint avec des décors de boucliers rehaussés de peinture rouge et l'intégralité quasi d'une colonne dont le chapiteau est actuellement présenté à l'exposition. J'en suis où ? Donc avec l'aide de Yannick et d'Angélique, nous avons pu faire une répartition de tous les espaces urbains. Donc vous voyez, on a dissocié tout ce qui était zone artisanale, zone plus ou moins liée à l'habitat, à l'habitat luxueux, et aux édifices de spectacle ou des édifices publics. Donc on peut voir quand même qu'il y a des décors architecturaux qui viennent de partout, avec justement par ici plus une zone justement résidentielle, ici plus une zone avec tous les édifices publics. Donc ça a permis justement de spatialiser tous les décors architecturaux qu'on a pu identifier.
La quatrième phase, c'est là où on rentre dans les détails les plus complexes, c'est que là, on va choisir chaque détail, par exemple, justement, des feuilles d'acanthe, puisqu'en fait, c'est le décor le plus, le plus datable de l'architecture romaine. Il y a des tonnes et des tonnes d'ouvrages datant l'acanthe au demi-siècle, voire au quart de siècle près. Et donc là, on a un très beau panel qui va de l'époque augustéenne au IVe siècle sur autant de chapiteaux possibles. Voilà, la même chose avec des raies de cœur, des antémions et puis des oves et fers de lance. Donc la cinquième partie, elle, a été dévolue on rentre de plus en plus dans la complexité, à l'évolution de cet atelier autunois et à son insertion dans le paysage régional et extra-régional. Donc pour la période augustéenne, la synthèse nous montre les liens avec Bibracte, c'est bien évident, car notamment un fragment de chapiteau en calcaire purement dans le style du temple d'Agrippa à Glanum a été mis au jour à Bibracte et qu'on a des éléments similaires sur la période augustéenne à Autun. Donc on peut voir que très rapidement, et même donc à l'époque gauloise, les Éduins étaient en contact avec la Narbonnaise et avec les ateliers de sculpture de cette région. La transition avec Auguste Donum s'est donc faite totalement normalement, avec le déplacement de l'atelier, la venue progressive de nouveaux lapidaires, enfin de nouveaux artistes lapidaires, et des cartons officiels, cette fois-ci venus de Rome. Ainsi donc la porte d'Arroux présente illustre parfaitement la plastique de cette période. Par contre, donc pour la période julo-claudienne, c'est quelque chose qu'on voit dans toute la Gaule, c'est la transmission du savoir-faire aux équipes locales par les équipes venues de Rome et notamment la circulation d'équipes itinérantes qui vont aller de ville en ville pour diffuser leur savoir. Et ensuite, les sculpteurs appréhendent plus ou moins bien la qualité de la taille. Donc un exemple très, très flagrant sur ces deux chapiteaux. En fait, le numéro 577 est réalisé entièrement en marbre de Carrare. Donc il est sur une colonne libre. Et celui qui est en arrière, qui est plus abîmé, le 245, est lui en marbre de Châtelperron, donc un marbre éduin, et bien moins bien réalisé que le premier. On le voit un petit peu moins, mais c'est étonnant de se dire ils ont fait le plus joli, plus visible en Carrare, et puis ils ont utilisé à moindre coût un autre marbre pour le moins visible. On passe à la période flavienne, donc là qui est caractérisée par un raffinement typiquement romain, avec notamment des détails très particuliers, comme cette petite feuille en fait qui recouvre les volutes des chapiteaux qu'on retrouve sur tous ces éléments. Mais on a très peu en fait de blocs complets. On a par contre justement cette immense corniche en marbre blanc qui elle est vraiment d'un raffinement extrême. Voilà son petit détail. Le IIe siècle voit donc la pleine expansion de la ville d'Autun, ainsi qu'une réfection du théâtre daté de l'an 5 par une inscription au corpus des inscriptions latines. Et la première moitié du IIe siècle voit la construction de programmes aux dimensions monumentales. Et ce n'est qu'aux périodes ultérieures qu'on voit un déclin des programmes architecturaux. Voilà la petite colonne qui vient du théâtre, qui est en marbre vert de Grèce du Cipolin. Le dernier chapitre, c'est donc consacré au corpus de référence, où là on a donc sérié tous les blocs depuis la base jusqu'à l'entablement. On y trouvera donc une analyse du décor
décor architectonique des monuments conservés, la mise en série des nombreux blocs dispersés dans les dépôts de fouilles, la connaissance des programmes monumentaux de la vie nautique et la réalisation donc de la synthèse sur toute l'évolution du décor architectonique. Vaste programme. Et comme on le dit, donc en fait, Autun est réellement un cas à part dans les villes de Gaule pour avoir travaillé sur une grande partie du territoire depuis Saintes à Reims et à Clermont-Ferrand. Depuis la période augustéenne, c'est une des villes qui se rapproche le plus de la Narbonnaise et de l'utilisation justement privilégiée du marbre et du marbre de Carrare, qui est normalement, c'est des carrières réservées à l'empereur. Donc, aucune ville en Gaule n'utilise de marbre de Carrare dans son architecture. À Reims, qui est quand même une capitale des Gaules, il n'y a pas de marbre. On a du plaquage, mais on n'a pas de monument en marbre. Donc, il faut être fier d'être Authunois. C'est une ville qui était vraiment très en avance pour son temps, avec des liens importants avec Rome. Donc, voilà, donc j'avais mis un petit mot en disant que qu'Autun s'inspirait directement des modes romaines, puisqu'on a ici la grande pyramide de Cestius à Rome, qu'évoque bien évidemment la pyramide de Couard. En conclusion, donc les fours à chaux du IVe siècle et tous les remplois médiévaux et ultérieurs ont achevé de faire disparaître la parure ornementale d'Autun, même si de très beaux morceaux choisis existent encore. Et ce n'est que les sculpteurs du XIIe siècle, animés d'admiration pour leurs prédécesseurs, qui nous offrent un vibrant hommage à ceux-ci lors de la réalisation du porche de la cathédrale Saint-Lazare d'Autun, donc réalisé par l'atelier de Gisle Berstus. On peut vraiment, quand on commence à regarder chaque chapiteau, on peut voir qu'ils se sont inspirés de chapiteaux antiques réels, de toutes les époques possibles qu'ils avaient sous les yeux, en se servant de détails très particuliers. Donc, par exemple, là, on voit vraiment bien le fleuron, ici l'acanthe en harpon qu'on a justement à l'époque augustéenne, là par exemple des feuilles très étalées qu'on a plutôt sur les périodes du IIe siècle. Voilà donc la continuité de l'histoire d'Autun depuis l'Antiquité à la période médiévale. Je vous remercie.